Les assises hospitalières sont l'occasion de réfléchir à la place des pathologies osseuses à l'hôpital. Bien sûr, c'est la place des fractures et de l'organisation de la prise en charge des patients fracturés. Beaucoup de patients arrivent aux urgences des hôpitaux, beaucoup de patients sont opérés dans les services de chirurgie orthopédique. La question, c'est que deviennent-ils à la sortie? Et toutes les études montrent que ces filières fractures, que nous appelons tous de nos voeux, ne sont pas toujours bien organisées, pas toujours efficaces pour toutes sortes de raisons. Et ça, je pense que c'est un des objectifs de la rhumatologie hospitalière, que de mettre en place ces filières, d'optimiser la prise en charge de ces patients fracturés qui ont déjà montré une première complication de la maladie de fragilité osseuse et qui vont nécessiter un traitement. Et puis le deuxième point en termes d'organisation des soins, c'est certainement la prise en charge des ostéopathies secondaires. Les hôpitaux sont pleins de patients ayant des maladies rénales, hépatiques, cardiaques, qui vont avoir des complications osseuses. Et le rôle du rhumatologue hospitalier, c'est de les prendre en charge, d'ouvrir probablement des consultations spécialisées et de montrer aux collègues internistes, par exemple, ce que nous pouvons apporter réellement dans la prise en charge de ces malades. Le groupe de travail le plus important, c'est certainement celui qui concerne les chirurgiens orthopédistes. Beaucoup trop de fractures ostéoporotiques sont passées dans les hôpitaux, dans les services de chirurgie orthopédique et sont repartis chez eux sans aucune prise en charge réelle, sans même rechercher une ostéoporose. Ça, c'est vraiment un point capital. Et pour notre part, on travaille beaucoup également avec les radiologues, car on cherche à mettre au point des techniques qui permettent de mieux sélectionner les malades, de mieux définir les patients à haut risque ou à très haut risque. Au cours de son atelier, Laurent Benamou a développé la question de l'ostéoporose masculine à travers des cas cliniques. J'insiste dans l'atelier sur une fracture qui a été longtemps négligée et considérée comme n'étant pas à relier à l'ostéoporose, qui est la fracture de côte. On s'est rendu compte que les fractures de côte, en particulier chez l'homme, dans une cohorte américaine qui s'appelle Mr. Ross, eh bien la fracture de côte, elle aussi, est un signal d'alarme et doit faire rechercher l'ostéoporose. L'importance du bilan biologique a été particulièrement soulignée car l'ostéoporose masculine est secondaire à une cause identifiable dans 50% des cas. Chez l'homme, il faut s'attacher, s'acharner à rechercher une cause, en particulier rechercher un éthylisme, une corticothérapie, une insuffisance gonadique. Il est capital de rechercher une cause. Par exemple également, il est important de rechercher un diabète phosphoré, qui est une cause importante d'ostéoporose chez l'homme. Depuis que nous avons une meilleure compréhension du mécanisme d'activité des cellules osseuses, on voit mieux quelles sont les différentes cibles thérapeutiques qui peuvent être utilisées. À côté de l'ostéoblaste et de l'ostéoclaste, on s'intéresse de plus en plus à l'ostéocyte, mais aussi aux lymphocytes. Il se développe en ostéo-immunologie des voies de recherche prometteuses qui devraient permettre de développer des biothérapies à visée osseuse, le point avec Christian Roux. Alors, on peut donner quelques exemples, si vous voulez. Par exemple, pour l'ostéoclaste, on sait que cet ostéoclaste s'attache sur la matrice, qu'il est capable de la dissoudre grâce à une sécrétion d'acide chlorhydrique et qu'il est ensuite capable de la lyser grâce à une enzyme qui s'appelle la catepsine. La catepsine K est une cible thérapeutique importante. Plusieurs molécules ont été développées. Une d'entre elles est particulièrement en développement aujourd'hui, je veux dire en développement avancé, avec une tolérance qui semble correcte, par voie orale, quelque chose qui semble assez pratique. Les premières études montrent que l'effet sur la densité osseuse est tout à fait satisfaisant, mais il y a deux particularités de cette molécule. La première, c'est qu'il semble pour l'instant, sur les données expérimentales, que l'épaisseur de la corticale tend à s'améliorer au cours de ce traitement, et ceci est probablement dû au fait que les ostéoclastes, ne pouvant plus agir du fait de la rupture de leur équipement enzymatique, continuent toutefois à communiquer avec les ostéoblastes et donc continuent à générer des signaux pouvant derrière avoir un effet ostéoformateur. Si ceci est vrai, on pourrait tenir là un agent découplant extrêmement intéressant. Bien entendu, je parle là d'études très précoces et l'avenir nous dira si ceci est vrai. La deuxième chose, c'est les communications, comme je viens de le dire, entre ostéoclastes et ostéoblastes. Ces communications reposent sur un certain nombre de messagers, le rancligant, bien entendu, avec le denosumab, dont la commercialisation est envisagée prochainement, et puis aussi d'autres molécules comme le TNF. Et beaucoup d'études aujourd'hui s'intéressent aux complications osseuses des rhumatismes inflammatoires au plan systémique, en sachant que ces complications systémiques osseuses sont très proches en termes de mécanismes des complications locales de type érosif.
Par conséquent, le fait de pouvoir démontrer que sous anti-TNF, nos patients souffrant de rhumatisme inflammatoire ont des améliorations de la densité et de la qualité osseuse, c'est quelque chose de très important. Peut-être pour finir, l'ostéoformation, nous espérons tous pouvoir faire former de l'os, bien entendu. Donc un certain nombre de molécules sont en cours de développement, comme par exemple des biothérapies contre la sclérostine. La sclérostine étant une hormone issue des ostéocytes et capable de réguler l'ostéoformation. Donc un anticorps antisclérostine serait théoriquement un agent ostéoformateur pertinent. Les premières études sont en cours, se pose le problème de la spécificité, se pose le problème de la tolérance et un certain nombre d'études montrent que la régulation épigénétique de l'activité de la formation osseuse pourrait, dans certains cas, sur certains modèles animaux, déclencher de l'os en excès, voire des proliférations. Donc il y a là une voie de recherche extrêmement importante pour l'avenir, mais aussi dont il faudra vérifier chaque étape.